Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Charlène. Vous allez voir, Charlène, elle a un parcours très atypique. Elle a su tirer profit de toutes les opportunités qui se sont présentées à elle durant son parcours salarié. Et puis elle est tombée malade. Et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de changer de vie. Elle aime être alignée. Donc elle fait quelque chose aujourd'hui qui lui plaît, qui lui apporte du bonheur. Et c'est bien là l'essentiel. On écoute son histoire. Bonjour Charlène. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va, merci, et toi ? Oui, ça va. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. On fait quelques petites conférences ensemble depuis quelques temps et je trouve ton parcours inspirant, donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter sur cet épisode. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Déjà, merci du coup pour ton invitation, ça me touche. Je me présente, moi je m'appelle Charlène Coat, j'ai 33 ans. Donc actuellement je suis auto-entrepreneur, je suis sophrologue. C'est moi qui ai le cabinet Sophrozen, c'est sous ce nom-là que les gens peuvent me connaître. Et donc je suis sophrologue spécialisée sur 3 thèmes. Le premier thème, c'est l'ultrasensibilité. Donc qu'est-ce que c'est l'ultrasensibilité ? C'est des gens qui perçoivent le monde plus intensément par leur sensorialité. Le deuxième thème, ça va être la douance. Là aussi, qu'est-ce que c'est que la douance ? C'est les gens qui sont haut potentiel. Donc les gens, ils ont souvent la représentation que c'est quelqu'un de très intelligent ou quelqu'un qui va avoir un boulot d'ingénieur ou des choses comme ça, alors que pas du tout. En fait, quelqu'un qui est haut potentiel, ça va être la somme de 3 branches, si je puis dire. Le premier, c'est d'avoir des aptitudes, donc en effet, il y a des facilités, mais il y a aussi 2 autres branches. Il y a la créativité et l'engagement, c'est-à-dire souvent c'est des gens qui font les choses à 1000% et avec le cœur, on en a beaucoup dans le réseau. Oui. Et le troisième thème, ça va être tout ce qui est troubles addictifs, où là je vais accompagner les personnes qui veulent se débarrasser d'une addiction. Ça peut être une addiction à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, au jeu ou trop d'achats, des choses comme ça. Donc je suis vraiment spécialisée sur ces 3 thèmes et j'accompagne des particuliers et des professionnels. Ok. Avant d'être sophrologue, qu'est-ce que tu faisais dans la vie ? Quel est ton parcours étudiant et salarié ? Alors, avant d'être sophrologue, j'étais ingénieure chez Michelin, donc j'y suis restée 11 ans. Le parcours qui m'a amenée là est un peu atypique, je dirais. J'ai fait un bac S, j'étais très bonne élève, je l'ai eu avec mention, etc. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. À l'époque, on envoyait souvent les étudiants en fac de médecine ou pharmacie, c'était un peu la mode à cette époque-là, donc ça n'a pas manqué pour moi. Médecine, c'était pas possible parce qu'à la vue du sang, je tourne de l'œil, donc j'ai même pas essayé. Mais on m'a envoyée en pharmacie du coup, je me suis dit pourquoi pas, j'essaye. Au final, on va dire que l'ambiance faculté, c'était pas trop, à ce moment-là, c'était pas trop ce qu'il me fallait, ça m'a pas beaucoup plu. Par contre, j'ai découvert tout ce qui était cosmétologie, donc qu'est-ce qu'il y a dans les produits. Et à ce moment-là, ça m'a donné envie de faire un BTS esthétique cosmétique, vu qu'il y avait un petit peu prendre soin des gens et un petit peu de cosmétologie. Du coup, je me suis dit, je vais aller découvrir ça. Donc j'ai terminé mon année de pharma, je l'ai eu, mais j'ai pas souhaité continuer. Donc j'ai fait ce BTS là, et en fait ça m'a beaucoup plu ce que j'ai appris, mais j'ai fait face au jugement de mon entourage. Mon père m'a dit, c'est une phrase qu'il a dit texto, tu vas pas passer ta vie à épiler des chattes. Du coup, ça a été un petit peu violent. C'est violent, effectivement. Ça a été violent, c'est vraiment une phrase qui m'a suivie pendant 2 ans. Donc il ne l'a pas fait avec une mauvaise intention. Bien sûr, on j'imagine. s'entend très bien, je suis en très bon terme avec ma famille. Mais pour lui, c'était désespérant de me voir... Oui, il voyait ton potentiel pour le coup et il se disait quel gâchis, certainement. C'est ça, exactement. Ouais. Du coup, lui, il a vu les choses comme ça. Donc ça a été difficile pour moi de faire face à ce regard. J'ai quand même été au bout du BTS et une fois que j'avais bac plus 2, je me suis dit que ce serait bien de terminer avec une licence professionnelle pour avoir un bac plus 3 et un bagage.
Du coup, il y avait une licence commerciale qui se faisait à Clermont-Ferrand. Donc, c'était management de la relation commerciale. Et je me suis dit, si un jour je veux avoir mon salon, ça serait pas mal d'avoir ces compétences-là. Donc, t'avais pas enlevé l'idée de monter un salon J'étais paumée, mais j'enlevais pas l'idée. Parce que moi, j'adorais, donc dans ce BTS, ce qui me plaisait, il y avait deux choses qui me plaisaient. Donc la partie cosmétologie, où je me disais, pourquoi pas un jour créer des parfums, me servir justement, j'ai l'essence plutôt développée, donc me servir de l'odorat, des choses comme ça. Ou sinon, j'aimais bien aussi masser les gens. Donc tout ce qui était maquillage, épilation, ça me plaisait pas. Mais par contre, masser, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, le contact avec l'autre. Donc j'avais gardé ces deux possibilités, puis je me suis dit, développe ta capacité, marketing, commercial, tout ça au final dans mes études, vu que je venais du scientifique, je l'avais pas du tout. Donc j'ai fait cette licence qui se faisait en alternance chez Michelin. Je me suis dit, ça peut être pas mal de gagner 4 sous pendant mes études. C'est sûr. Donc j'ai été en alternance, donc c'était dans un service commercial, j'étais assistante. Donc ça m'a appris plein de choses, j'aimais beaucoup être en entreprise. À la fin de la licence, on m'a proposé un CDI chez Michelin. Donc un CDI à 21 ans, tout le monde me disait ça se refuse pas. C'est ça. Donc je ne l'ai pas refusé, j'ai accepté. Donc j'ai été attachée commerciale chez eux pendant 4 ans. Okay. Donc, j'étais au téléphone, je gérais des clients grands comptes. C'était plutôt sympa, il y avait une très bonne ambiance, c'était une ambiance qui était jeune, avec des gens bienveillants. C'était à l'époque, j'étais pas au siège, c'était au Brézé, donc dans une zone commerciale. C'est vraiment des belles années, j'en garde un très bon souvenir. Ensuite, après ces 4 ans, on m'a proposé de passer sur un poste en supply chain. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est des approvisionnements. Donc moi, je gérais tous les stocks de produits finis pour la France et le Benelux. Donc là, j'étais toujours en local, au Brésil, donc toujours avec cette équipe de jeunes au milieu du commerce. Donc là aussi, belle expérience, 3 ans de plus. À la fin de ces 3 ans, on me propose un poste d'ingénieur donc au siège cette fois-ci. Là, c'était un poste d'ingénieur dans l'administration commerciale. Donc pour, en fait, on va dire, créer les règles justement à destination des centres de service. Donc vu que je venais de passer 7 ans en centre de service, on me proposait de passer dans... C'était la suite logique. La suite logique, voilà, parmi, entre guillemets, les têtes pensantes, où là, mon périmètre, ça devenait l'Europe, et c'était écrire des processus pour faciliter la vie des gens, du coup, du commerce. Ok. Je me suis dit, là aussi, pourquoi pas, essayons. Donc j'y suis allée, j'y suis restée 1 an. C'est un poste, là je garde un très mauvais souvenir de ce poste-là. En fait, il y avait beaucoup de politique. Moi, je suis quelqu'un qui suis très logique. C'est-à-dire que si j'ai des faits pour démontrer par A plus B qu'il y a des choses qui ne marchent pas, je ne comprends pas qu'en face à moi, on m'explique que... oui, on est d'accord avec moi, mais qu'on va pas le mettre en place parce que politiquement, il faut pas froisser monsieur machin ou monsieur bidule. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, dans ma logique, n'est pas entendable. Donc, c'était très difficile pour moi d'être dans ce cadre-là. Trop de politique. Donc, j'ai demandé à repartir dans les opérations parce que, clairement, ça te manquait. Ce monde-là n'était pas fait pour moi. Donc j'ai pris un autre poste d'ingénierie, mais là où c'était plutôt donc pure supply chain, là cette fois-ci dans l'informatique, où j'étais au cœur du paramétrage de la machine qui gère les approvisionnements. D'accord. Je vais vulgariser comme ça sera bien. Et donc toute la journée, j'étais vraiment dans le pur informatique avec un langage qu'on appelle SQL. Donc c'est, tu sais, les écrans noirs et blancs là, en code, en langage que nous seuls comprenons. Tu vois. Et du coup, je faisais vraiment ça toute la journée. Donc là, pour moi, c'était passionnant parce que pour le coup, c'est vraiment un langage qui est d'une logique simplissime. On donne un ordre à l'ordinateur, il l'exécute. D'accord. Voilà. Donc ça me convenait bien. En revanche, toujours ce cadre politique où là, je gérais donc tout le périmètre européen. Au début, quand je suis arrivée, on était 3 personnes pour faire ce job. 2 personnes sont parties. On m'a laissée seule pendant 2 ans sur ce poste, malgré toutes mes alertes. Donc, je gérais le paramétrage de cette application. Plus, dans mon portefeuille projet, j'avais 35 projets à moi toute seule. Voilà. Donc, ça ne marchait pas. Malgré les alertes à mon manager, je n'ai pas pu être aidée. Donc, durant cette période, j'ai été malade. J'ai eu un cancer. Avec le recul, je me rends compte que c'est le rythme de travail. Tu fais le lien, tu fais le lien entre ta maladie et ton travail.
clairement. Je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup. Donc je m'investissais avec le cœur et ça me plaisait ce que je faisais. Donc pour moi, j'avais aucune raison de ne pas m'investir dans la mesure où ça me plaît. Mais en fait, là, dans ce poste-là, j'étais pas entourée de personnes bienveillantes qui du coup, avant, en fait, j'avais des managers qui avaient compris comment je fonctionnais et qui du coup me disaient attention là, fais-en pas trop, ça je t'en décharge, ça je te protège, etc. Là, j'étais avec un manager qui raisonnait pas comme ça. Lui, il avait vu ma capacité de travail et il se disait ouais, c'est génial, je vais en profiter, je vais en profiter, je vais l'exploiter jusqu'à ce que ça casse en fait. Et lui, il avait ce raisonnement-là, donc il n'a pas recruté d'autres personnes, il m'a laissé m'épuiser un petit peu. Donc quand j'ai eu les lésions cancéreuses, donc ça a été une première alerte où là je me suis dit bon, fais le point sur ta situation, quelle place a le travail dans ta vie. Ça a été un moyen pour toi de faire un bilan. Oui, 2018, premier bilan, de dire attends, comment t'en arrives là, malade, du coup j'avais même pas 30 ans, comment t'en arrives à être malade à ton âge. Vraiment, j'avais besoin de faire le point sur ce que j'aimais faire, qu'est-ce qui m'avait emmené finalement dans cette place. Parce qu'à la base, moi, je viens pas d'un milieu où le travail est la place centrale. Moi, mes parents, c'est des gens qui, clairement, le travail, c'est pour gagner sa vie, point. Et la vie, c'est ce qu'on aime faire, c'est ses loisirs, c'est ses passions, etc. Donc, j'ai fait un peu le point sur tout ça et je me suis rendu compte que je suis tellement quelqu'un de curieux que finalement je m'étais laissée porter en fait. On m'avait proposé des choses et j'avais dit tiens, pourquoi pas essayer. Oui, sans t'en rendre compte même. Sans me rendre compte, tout à fait. En me laissant porter et sans choisir. Qu'est-ce que je veux faire moi? Qu'est-ce que j'ai envie moi? Ça, je m'étais jamais posé ces questions. Du coup, j'ai eu envie de me les poser et de me dire moi je vais revenir à l'essence. Quand j'étais ado, qu'est-ce que j'aimais faire quoi? Et j'adore la relation à l'autre. J'adore, justement, c'est pour ça que j'étais partie en esthétique. À la base, masser, ça me plaisait carrément d'être justement dans cette relation, dans cette connexion. Du coup, je suis repartie de ça. Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? J'ai quand même pas tout jeté de Michelin. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai aimé faire dans mes postes? Oui, parce que tu y as passé du bon temps. Tout à fait. Et en fait, ce bon temps, c'était justement quand j'étais utile aux autres, quand je servais aux autres. Ça, c'est quelque chose qui revenait souvent. Et qui est très important, Qui est très important, voilà. Donc je me suis dit, je repars de ça. Je suis quelqu'un, j'adore réfléchir, me nourrir de l'intellectuel. Donc je me suis dit, je vais plutôt m'orienter sur tout ce qui est psychologie. Donc à cette époque-là, je me suis dit, allez, je vais essayer de me renseigner pour reprendre des études de psycho. Donc psycho, c'est 5 ans, à la fac. À cette époque, on me dit, il n'y a pas d'équivalence possible, etc. Bon, moi je me dis, j'ai pas envie là tout de suite de retourner 5 ans à la fac. Ouais, c'est sûr. J'en parle avec plusieurs psys qui me disent, écoute, il y a aussi la sophrologie qui existe. Ils m'expliquent ce que c'est, ils me proposent de rencontrer des gens. Je rencontre des gens, je l'expérimente aussi sur moi pendant l'accompagnement du coup de cette période où j'ai été malade. Et je me dis, ça me plaît. Ça me plaît. Donc je me renseigne là aussi pour une formation de sophrologue. Donc j'ai fait une formation de sophrologue qui a duré 2 ans à l'IFSMS à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était ma première alerte, la maladie. Est-ce que tu penses, juste avant que tu continues, est-ce que tu penses que si tu étais partie dans l'esthétique comme ce que tu avais imaginé au départ, est-ce que tu penses que tu serais tombée malade? Ou est-ce que tu t'es déjà posé cette question ou pas? Je me suis jamais posé cette question, mais c'est très intéressant que tu me la poses. Je te remercie. On peut pas dire jamais. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui dit pas jamais, parce que c'est trop facile de refaire la vie avec des si. Je pense qu'à cette époque, je me connaissais pas suffisamment. Je me surinvestissais dans ce à quoi je croyais, parce que c'est ma manière de fonctionner. Et j'étais, on va y revenir plus tard, j'étais coupée de mon corps en fait, beaucoup dans le mental. Comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, par la suite j'ai été diagnostiquée moi-même au potentiel, donc ça m'a mis plein de lumière sur mon parcours. Mais du coup, je pense que ça aurait pu quand même se produire. Peut-être pas dans la même mesure, ou peut-être sur un autre... mais je pense que ça aurait pu quand même se produire. D'accord. Parce que je pense que ces épreuves... Alors, je les souhaite à personne, c'est horrible à vivre, etc. Par contre, ça apprend ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire une fois que je suis tout en bas, c'est comme une balle, une fois que j'ai touché le fond, comment je rebondis en fait. Et ça, je pense que tant qu'on n'y est pas confronté, tant que la personne n'y est pas confrontée, c'est compliqué de savoir comment on va réagir. Évidemment, tant qu'on n'est pas dedans. Ah c'est sûr. Et du coup, de ces épreuves aujourd'hui,
j'en ressors quand même grandi et souvent, quand j'en parle, je le vois comme quelque chose de positif. Je fais vraiment la différence entre le positif et l'agréable. Hein. Ça a été terriblement désagréable, mais ça a été positif. Parce qu'en fait, ça m'a appris plein de choses. Et puis ça fait ce que tu es aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Donc justement, tu fais cette formation en sophro. Exactement. Et ensuite... Donc je fais ma formation en sophro. Je reviens... Oui, pardon. Est-ce que tu t'étais imaginé te mettre à ton compte ou à ce moment-là, c'était pas encore dans ta tête? C'était déjà dans ma tête, mais à cette époque, j'imagine un mi-temps. À cette époque, j'ai peur de comment je vais gagner ma vie. À cette époque, je me dis, je vais faire moitié Michelin, moitié sophrologie. À cette époque, le projet, c'est ça. C'était ça. Et c'est comme ça que je le présente à mon employeur. Donc, je prends relativement peu de temps, il faut dire ce qui est, pour après donc, ces lésions cancéreuses à soigner. J'ai pris 4 mois tout au plus. Je reviens assez rapidement parce que voilà, j'ai encore ma casquette de sauveur. Comment va faire l'entreprise si je suis pas là, etc. Donc je reviens assez rapidement et je demande à mon employeur de mettre en place un 80% pour me permettre donc d'être 1 semaine par mois à l'école pendant 2 ans et 3 semaines par mois sur mon boulot actuel. Et ensuite l'idée c'est au bout des 2 ans de formation de voir ce qu'on fait pour mettre en place un mi-temps. Donc ça c'est accepté par mon entreprise. Donc j'ai mon 80%, génial. Par contre dans les faits je garde ma charge de 100%. Ah oui bien sûr, voilà. C'est toujours pareil. Hein. Donc je passe 6 mois comme ça et bien entendu je ne suis pas un super-héros. Et c'était pas ce dont tu avais besoin tout de suite voilà, là après. C'est pas du tout ce dont j'avais besoin, donc ça casse complètement. Je fais un burn-out un matin après un échange intergalactique que je ne détaillerai pas avec mon chef. Je me dis mais là c'est trop quoi, il faut que ça s'arrête. Ouais. Donc je fonds en larmes, je pars chez le médecin, je n'arrive pas à m'arrêter de pleurer pendant 3 jours. Où elle me dit mais là vous avez tiré sur la corde quoi, vraiment. Donc là je me fais arrêter, donc je serai arrêtée 5 mois au total. Et là vraiment je me dis stop, le travail, je ne veux plus entendre parler de ce travail. Ils se débrouilleront sans moi, ils feront ce qu'ils ont à faire mais ça ne me regarde plus. Et le médecin vraiment me conseille, reconnectez-vous à ce qui vous fait envie, ce que vous avez envie de faire. Arrêtez les il faut, les vous devez, les je dois, les tout ça, stop. Qu'est-ce que vous avez envie? Et le matin, vous faites ce que vous avez envie. À cette époque-là, je suis complètement coupée de mes envies, je sais même plus de quoi j'ai envie, je sais même plus ce que j'aime faire. Bon, je viens d'acheter une maison à cette époque-là, donc je me dis, moi j'ai envie de bricoler parce que j'observe que quand je bricole, je peins des volets, je fais des trucs comme ça, je ne pense pas. Donc je me reconnecte à mon corps par le bricolage et je continue ma formation de sophrologue qui me passionne et vraiment j'ai l'impression, j'utilise souvent cette image, j'avais l'impression d'être une grenouille au milieu des pandas et j'ai trouvé ma tribu de grenouilles parmi les sophrologues. Et là je me dis, mais des gens comme moi ça existe, il y en a d'autres ailleurs, c'est génial. Et du coup je me reconnecte vraiment à ce que je suis à travers cette formation. Et là en fait, à travers cette formation, je me suis sentie grandir. En fait, les techniques sophrologiques, ça s'apprend assez vite. Je vais être très claire. En 6 mois, les techniques, on les a. Et puis l'année et demie suivante, c'est vraiment la posture de l'accompagnant. Donc, on travaille l'écoute active, la communication non violente, l'approche centrée sur la personne, où vraiment, là, on apprend une posture et une attitude. Comment je mets en application, dans mon attitude, toutes ces belles pratiques, toutes ces belles phrases qu'on peut entendre aujourd'hui dans le développement personnel. Parce que c'est pas tout de les dire et de les conseiller, c'est aussi les incarner, les vivre et se les appliquer à soi. C'est sûr. Pour moi, ça c'est très important, la congruence. Je pense quelque chose, je dis quelque chose et je fais quelque chose. Et tout ça, pour moi, c'est important que ce soit aligné. Et c'est vraiment ça qu'on apprend dans cette formation. D'accord. Cette formation, comment tes parents l'ont vécu justement, eux qui avaient déjà eu un très gros a priori sur ta première idée de carrière? Alors je pense que pour eux aussi, il y avait eu des gros bouleversements. Je vais devoir faire un petit retour en arrière et une petite parenthèse vie perso, mais bon, ça va ensemble. Bien sûr. Dans ma vie perso, en fait, on a eu un premier événement marquant dans notre famille. En 2014, mon frère est devenu paraplégique suite à un accident de moto.
Donc on était en balade en famille et mon frère est tombé, donc devant nous, on l'a vu, que ce soit eux ou moi, on l'a vu avoir son accident, on l'a vu être dans le coma pendant des mois, se reconstruire, du coup sans ses jambes, mais il est paraplégique aujourd'hui. Et ça, je pense que ça a été une épreuve aussi pour toute la famille, où là, clairement, ton monde, il s'écroule en une fraction de seconde et tu te dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et eux aussi ont vécu ça. Du coup, je pense qu'ils voyaient plus du tout les choses de la même manière. Eux, ce qu'ils voulaient, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit heureux. Qu'on soit heureux dans notre vie. Et clairement, ils m'ont posé cette question, la sophrologie, ça te rend heureuse ? Oui. Ah oui, là je vis, puis même ils le voyaient, ils me disaient, mais depuis que tu as choisi cette voie, tu te transformes, les gens me le disaient, sur ton visage, tu rayonnes, il y a quelque chose qui change. Du coup, ils m'ont posé cette question, tu te sens bien dans cette voie ? Oui, fonce. Ouais. Voilà. T'es plus bien chez Michelin ? Ah non. Ben arrête, tu vas pas te rendre malade pour ça quoi. Oui, encore plus malade que ce que tu as déjà été, si c'est possible d'ailleurs. Mais exactement. Voilà. Et puis je leur ai dit, toutes ces épreuves, cette expérience, au final, ça m'a appris aussi à se faire confiance, en fait. Si aujourd'hui, mon cabinet de sophrologie, ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave. Je trouverai d'autres solutions, je ferai autre chose, je retrouverai un autre emploi. Il n'y a pas péril en la demeure, c'est OK, quoi. C'est sûr. Alors, techniquement parlant, est-ce que tu as été confrontée à des problématiques ? Parce que, OK, devenir sophrologue, tu t'es formée à être sophrologue, mais est-ce que tu t'es formée pour être chef d'entreprise ? Non. J'imagine, puisque personne ne l'est vraiment. Alors j'ai eu la chance que la formation soit très complète et qu'on ait plusieurs modules consacrés à justement comment je me vois, donc définir ma vision, mon offre, etc. Ça a été quand même structurant. Ah ouais, donc ça c'est une chance, la formation que j'ai suivie, je fais une petite pub, l'IFSMS, est très complète. Ça c'est une chance. Et j'ai eu aussi la chance du coup d'être formée à la gestion de projet, par mon expérience ingénieur chez Michelin. Et ça, clairement, c'est une sacrée chance aussi. Donc, tous les jours, je réutilise ce que j'ai appris. Donc super, là aussi, je ne regrette rien de mon parcours. Où en effet, ça m'a permis d'être très structurée, quoi. J'ai vraiment posé les étapes. Je veux me lancer, qu'est-ce que je dois faire ? Déjà, faire mon business plan. Ensuite, choisir un local. Faire une analyse financière sur 3 ans. Quel argent je dois avoir pour me lancer ? Parce qu'après, ça c'est quand même... C'est un investissement de se lancer. Ah, c'est sûr. Si je me lance avec 0 € sur mon compte en me disant allez, j'y vais, clairement, ça ne marche pas. Ça peut être problématique. Voilà. Donc, vraiment analyser toutes ces choses très pragmatiques pour les poser et moi aussi me rassurer. Je l'ai dit avant, j'avais peur de me lancer sans revenu, etc. C'est pour ça que j'avais imaginé ce mi-temps. Clairement, poser tout ça sur papier et le chiffrer, moi, ça m'a rassurée. Et du coup, tu imaginais ce mi-temps et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est peut-être une problématique que tu as rencontrée finalement. Tout à fait, c'est complètement une problématique que j'ai rencontrée, où à la fin des 2 ans, déjà du coup il y a eu ce burn-out au milieu, et je me suis dit en fait, articuler 2 activités, parce qu'au final c'est ce que je faisais en formation. Bien sûr. J'avais un 80% et j'imaginais un 50-50. Et je me suis dit finalement, je suis pas sûre que ça va me convenir. Parce qu'intellectuellement, il faut le faire. Passer d'un travail d'ingénierie chez Michelin à un travail de sophrologue, c'est aux antipodes. C'est sûr. Donc je me suis dit intellectuellement, ça ne va pas fonctionner, en tout cas pour moi. Donc j'ai essayé de réfléchir autrement. Comment je peux faire ? J'ai proposé à mon employeur, pourquoi pas créer un poste de sophrologue en interne pour être salariée sophrologue chez Michelin à 50% et indépendante à mon compte. Donc j'ai mené le projet, j'ai rencontré les gens, etc. Il y a un certain temps dans des bateaux comme Michelin. Ça a été accepté. Par contre, les conditions dans lesquelles on me proposait d'exercer ne me convenaient pas. J'aurais dû faire un rapport, on va dire, sur l'état de santé des gens dans l'entreprise, l'état de santé mentale des gens dans l'entreprise, et clairement c'est aux antipodes de la déontologie du sophrologue. C'est même des données personnelles et confidentielles, ça, non ? Tout à fait. Donc on me proposait d'être attachée au service de la médecine du travail, d'exercer dans l'infirmerie. Pour moi, on ne va pas voir un sophrologue quand on est malade, on va juste voir, c'est du mieux-être. Donc pour moi, ça ne pouvait pas fonctionner avec ce cadre. Donc je leur ai dit que
je ne souhaitais pas exercer dans ces conditions. Parallèlement à ça, il y avait un plan social dans l'entreprise qui se montait où on demandait à des gens de lever la main qui voulaient partir. Voilà, j'ai levé la main. Ça m'a permis du coup de partir avec des conditions financières très favorables. Donc c'était chouette. Et j'ai bénéficié de ce plan social et j'ai quitté l'entreprise en juillet 2021. Et là, je me suis dit, je vais me lancer à 100% parce que j'ai besoin de toutes mes facultés intellectuelles dédiées sur ce sujet pour que ça prenne. Mhm. Et donc, j'ai pris quelques mois, avant de me lancer, 4 mois pour faire tout ce qui est plan de communication, pour faire mon site internet. On y revient, définir mon offre, comment je voulais me présenter, etc. Et je me suis lancée du coup début décembre 2021. Voilà, j'ai Super. ouvert le cabinet. Qu'est-ce que tu dirais à une fille qui nous écoute peut-être en ce moment et qui a un projet, qui a envie de se lancer, qui a envie de quitter son job, qui a peut-être vécu la même chose que toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'elle peut se faire confiance, qu'elle a le droit de se faire confiance, et également qu'elle a le droit de ne pas prendre pour vérité ce que disent les autres. Je me rends compte en fait que j'ai été quelqu'un, quand on me disait quelque chose, quelqu'un en qui j'avais confiance me disait quelque chose, ça s'ancrait en moi comme une vérité. S'il a dit ça, c'est la vérité. Et aujourd'hui, je fais vraiment une nuance entre la vérité et les croyances en fait. Je peux croire à un instant donné et ne plus croire. Par contre, quelqu'un qui se prétend d'avoir la vérité, pour moi, c'est que cette personne, justement, elle est toxique. Clairement. Tu fais partie du réseau depuis un petit moment maintenant. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'apporte? Le réseau, ça m'apporte du soutien. Quand on est profession justement libérale, il y a des moments où on se sent très seul. Alors moi, avant de me lancer, je me disais, mais je vois pas pourquoi on se sentirait seul, on voit des clients toute la journée. Oui, mais c'est pas la même relation d'accompagner quelqu'un dans son travail, dans son métier, que d'avoir une relation justement de collègues en fait qui faisons la même chose et qui sommes confrontés aux mêmes problématiques. Du coup, le réseau, ça me permet beaucoup d'échanges déjà. Donc je dirais qu'il y a 2 phases. Il y a des phases où je suis dans des phases où moi-même j'ai des problématiques. Du coup, je vais aller demander de l'aide aux autres en disant toi, comment tu ferais dans ce cas-là? Qu'est-ce que tu pourrais me conseiller? Du coup, c'est un partage d'expérience finalement. Et il y a aussi des moments où je suis dans un haut de la vague où ça va trop bien, il y a trop de bonnes nouvelles, il y a tout qui se lance. Ça donne une énergie qui est folle, quoi. Ça remplit d'énergie. Et là, c'est d'aller le partager avec celles qui en ont besoin à ce moment-là, qui sont pas forcément dans le haut de la vague, mais qui sont parfois dans le creux. Et ça permet d'équilibrer, on va dire, les énergies au sein du réseau. Cool. Voilà. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter? Je dirais de prendre le temps et de travailler sur soi, sur ses motivations profondes. Quel est le besoin qui fait que j'ai envie de me lancer à mon compte en fait? Je dirais que c'est pas du temps perdu parce que plus on répond à ces questions, plus ce sera facile, je trouve, après de se lancer, de savoir pourquoi on le fait. Donc ça n'empêche pas de faire face aux doutes, mais ça permet, je dirais, de mieux l'accueillir. Parce que de toute façon, ces questions, elles viendront à un moment donné. Tout à fait, tout à fait. Donc je pense que plus on prend le temps de se les poser en amont, plus on travaille sur soi et plus on est au clair avec ce qu'on est, plus après ça devient facile de faire face aux épreuves. Et ce sera le mot de la fin. Merci Parfait. beaucoup, Charlène. Merci à toi, Emma. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!